Bonjour. Écoutez, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir le docteur Servan Mouton, Bonjour. qui a écrit un livre Humanité et numérique et qui s'intéresse en fait à l'impact des écrans sur la santé, sur l'environnement, sur la société. Alors je suis d'autant plus sensible que je m'intéresse depuis des années sur les champs électromagnétiques, donc l'impact des écrans. Et là, on a vraiment une analyse qui montre que ces écrans, ce n'est pas forcément toujours positif pour le développement de l'enfant et aussi de l'adulte. Alors, je voulais vous demander de vous présenter, de m'expliquer comment vous avez écrit ce bouquin et puis quelles sont les grandes lignes qui se dégagent de votre livre. Merci Madame Rivasi de m'inviter aujourd'hui. Donc ce livre dont j'ai coordonné la rédaction, je ne l'ai pas écrit toute seule, nous sommes 25 à avoir participé. L'idée était de donner une vision assez globale des enjeux que l'on rencontre quand on s'intéresse à la question du numérique. En particulier pour ma profession qui était l'ordre sanitaire, et il y a deux autres volets donc en effet qui sont sur les impacts environnementaux et sociétaux. Parce que vous êtes docteur. Je suis docteur en médecine, neurologue et neurophysiologiste, et je m'intéresse particulièrement à la cognition, donc au fonctionnement du cerveau sur ce qui concerne le langage, l'attention, et en particulier aux apprentissages, donc tout ce qui concerne le neurodéveloppement. Et c'est ce qui m'a amené d'abord à m'intéresser à la question des écrans, c'était quel pouvait avoir l'impact de l'usage des écrans sur le développement d'un cerveau, d'un enfant, tel qu'on peut le voir aujourd'hui aussi confronté à ce nouvel élément de son environnement. Et voilà, donc de lecture en lecture, je me suis rendu compte que la question était beaucoup plus large que le côté neurodéveloppement, ce qui a amené à la réalisation de ce livre. Mais alors, quand je regardais vos chiffres, je vois que le smartphone est apparu en 2007, qu'il y a plus de 5 milliards de smartphones dans le monde, qu'on voit des gamins effectivement devant des écrans, tout petits même avant 2 ans, ce qui est incroyable. Déjà, moi je me dis, en tant que parent, quel est l'impact? Est-ce que c'est bon de donner un portable, de donner un écran à un enfant? Quelles sont les conséquences sur son développement? Peut-être qu'on peut se demander de quoi un enfant a besoin. L'enfant a besoin d'humain avant tout pour devenir un être humain. Il a besoin d'interaction avec un environnement qui est riche. Ça peut être la nature tout autour de lui, ça peut être des jouets improvisés ou de vrais jouets. Ce sont les jeux avec ses copains. Et c'est un environnement qui va pouvoir lui apporter tout ce dont il a besoin au moment où il en aura besoin. Un écran, par définition, va être trop pauvre, parce que déjà c'est 2 dimensions, et quand bien même on y mettrait de la 3D, ça restera une 3e dimension virtuelle, et il n'y a pas d'affectif, il n'y a pas des odeurs, il n'y a pas de réponse affective aux sollicitations par l'enfant, donc c'est un environnement qui est appauvri par rapport à ce qu'il peut rencontrer dans la vie réelle. Et d'un autre côté, c'est un environnement qui est trop riche, parce que les stimulations qui sont médiées par l'écran vont être extrêmement nombreuses et l'enfant a du mal à les traiter. Beaucoup de sons, des images qui défilent rapidement, souvent des couleurs très contrastées. C'est très exigeant pour le cerveau de l'enfant qui va rapidement être à saturation. Et ça met en premier lieu en difficulté ses capacités attentionnelles. Et encore une fois, de 2 façons. D'une part, parce qu'il y a une surcharge qui fait que son attention va être dépassée et qu'il ne pourra pas intégrer tout ce qu'il va être amené à rencontrer. Et d'autre part, ça met en jeu une attention qu'on dit exogène, c'est-à-dire que l'écran va automatiquement capter son attention, mais ça ne va pas lui demander un effort de concentration. Et c'est là qu'il y a souvent une confusion dans le langage. On parle toujours d'attention et en réalité, il y a 2 types d'attention. Il y a cette attention exogène, typiquement suscitée par l'écran, et l'attention endogène qui vient de nous, qui est l'attention volontaire qu'on va diriger vers un objet cible. Et si on expose un enfant de façon répétée, quotidienne, pendant des mois, des années, à cette source de captation exogène de l'attention, il va peu solliciter son attention endogène et donc moins développer ses capacités de concentration. Ce qui, sur le moyen et long terme, aura des conséquences sur finalement tous ses apprentissages. Oui, alors c'est ça qui est important. Plus un enfant va être confronté à un écran, donc comme vous dites, une pluralité de stimuli en fait, est-ce que ça va avoir des conséquences sur ses apprentissages?
Parce Oui. que souvent les parents de bonne foi disent, bon, bah, plutôt que de rien faire, je vais le mettre devant. Alors avant c'était la télé, maintenant c'est les écrans. Ça peut être des jeux vidéo d'ailleurs. Est-ce que ça a des conséquences sur les apprentissages? Ça a des conséquences, oui, et c'est vrai que ça questionne quelque chose de très intime finalement, puisque ça questionne la parentalité. Alors l'idée n'est pas de culpabiliser, mais de donner des informations qui permettent à chaque parent de s'approprier son rôle de parent et de s'y investir pleinement. Ça ne veut pas dire qu'il faut dramatiser une situation où un parent va mettre de temps en temps un enfant devant son écran. Probablement, ça n'aura pas de conséquences dramatiques, c'est certain. Mais l'enfant, encore une fois, n'a pas besoin de l'écran. Par contre, il a un besoin vital de son parent, de l'attention de son parent et des interactions avec lui. Donc un petit enfant en particulier, vous parlez des conséquences que ça peut avoir, il y a des conséquences qu'ont les usages faits par l'enfant des écrans, mais ce sont aussi les usages que font les parents de l'écran en présence de l'enfant, et en particulier du petit enfant. On a créé un concept depuis quelques années qui s'appelle les technoférences, qui sont les perturbations de la relation parent-enfant qui sont induites par l'usage des parents des écrans en présence de leur enfant. Et ça a des conséquences sur le développement émotionnel, relationnel des enfants, qu'on a du mal à appréhender aujourd'hui parce que c'est un phénomène assez récent finalement, c'est avec l'explosion de l'usage des outils mobiles. Mais c'est vraiment pas neutre et c'est délétère pour la sécurité affective de l'enfant et le développement du lien d'attachement. Ce lien d'attachement va ensuite conditionner toutes ses relations pour toute sa vie. Donc il est essentiel qu'un parent avec un petit enfant, surtout la première année, mais on va dire les 3 premières années, n'utilise pas son écran, téléphone ou autre, en présence d'un petit enfant, même quand il dort, même quand il allaite, même quand il joue avec lui, c'est pas d'écran avec son petit enfant. Et ensuite, l'usage de l'écran par l'enfant n'est bien sûr pas neutre. Avant 3 ans, l'enfant apprend moins bien avec un écran qu'avec une personne réelle. On a du coup mis un nom aussi, ça s'appelle le déficit de transfert vidéo. C'est-à-dire qu'apprendre à faire un puzzle ou une tour ou apprendre à parler à travers un écran sera moins efficace que de le faire avec un adulte en réel. Donc avant 3 ans, ça n'a pas d'intérêt. Et au-delà de 3 ans, il y a de tels enjeux d'apprentissage, de langage oral, ensuite de langage écrit, que laisser les enfants devant les écrans de façon quotidienne va être délétère parce que ça leur prend du temps sur des activités qui vont, elles, être constructives et enrichissantes. Le langage écrit est bien plus riche que le langage oral, y compris celui qui passe par les écrans. Donc lire une histoire à un enfant et ensuite le faire rentrer dans la lecture et l'encourager à lire va être beaucoup plus bénéfique pour ses apprentissages aussi académiques que de le mettre devant un écran. Parce que la richesse de son langage est une des clés de sa réussite académique. Énormément d'études le montrent qu'il y a un lien entre le langage oral, puis le langage écrit, puis la réussite académique. Et beaucoup de choses se jouent avant 7 ans. Expliquez-moi pourquoi. Souvent des mères sont très fières lorsqu'ils disent ah ben, j'ai connecté mon école. Dès la maternelle, votre enfant va pouvoir avoir accès à un ordinateur ou à un écran et ça va être un plus. Pourquoi il y a cette addiction comme ça à la technologie? J'imagine qu'il y a une sorte en effet de fascination pour ce qui est une innovation technologique, mais de laquelle je ne suis pas certaine qu'elle soit un progrès. On a vu un déploiement extrêmement large du numérique dans l'enseignement, sans qu'il y ait eu au préalable des études d'impact sur la réussite scolaire et sur les apprentissages en fait, des enfants. On ne sait pas aujourd'hui, en tout cas on ne peut pas affirmer que utiliser un support numérique pour les apprentissages des enfants au primaire et même au secondaire soit bénéfique pour les apprentissages. Mais ça a été fait de façon extrêmement large. Donc il y a probablement cette fascination. Avant les bœufs, quoi. On n'a pas fait d'études d'impact. On ne sait pas exactement quelle est la valeur ajoutée d'utiliser régulièrement, parce que là on n'est pas sur... c'est vraiment des heures d'utilisation à la fois à l'école et puis d'un point de vue récréatif aussi à la maison. Parce qu'il faut cumuler les heures. Et qu'en fait on ne sait pas très bien si ça... Parce que j'ai vu des études qui montraient que ça pouvait avoir un effet sur l'hyperactivité du fonctionnement au niveau de l'enfant. Alors, sur l'hyperactivité, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, les liens sont probablement bidirectionnels. C'est-à-dire que les enfants qui ont ce TDAH, l'acronyme est TDAH, ont une appétence particulière pour les écrans parce qu'en fait, le TDAH est dû à un défaut de fonctionnement de structures qui inhibent, qui sont des structures inhibitrices dans le cerveau. Donc l'écran qui est, en cas des contenus qui sont stimulants, va permettre d'activer ces zones qui ne sont pas suffisamment actives et vont lui permettre de se calmer, en fait, de s'apaiser.
Donc un enfant qui a un TDAH va avoir tendance à aller vers les écrans. Et inversement, comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait d'être beaucoup exposé aux écrans va favoriser des difficultés attentionnelles. Mais c'est probablement dans les deux directions. Et on ne peut pas dire qu'en tout cas l'exposition aux écrans crée le TDAH. Que le TDAH, c'est vraiment une entité qui est multifactorielle, probablement génétique, environnementale. Il y a beaucoup de choses qui sont impliquées et pas uniquement les écrans. Et alors, quel est l'impact des écrans sur le sommeil? Parce qu'avant, quand il y avait la télévision, il y avait une pièce où il y avait la télévision. Mais après, quand l'enfant dormait, il n'y avait plus la télévision. C'était que quelques cas rares où les enfants avaient leur propre télévision. Est-ce que cette lumière bleue véhiculée par les écrans peut avoir un impact? Oui, et je voudrais rappeler en évoquant le sommeil que bien dormir, c'est pas uniquement bien parce qu'on se sent bien le lendemain matin. Le sommeil est un pilier de notre santé. C'est-à-dire que quand il est altéré, quand il y a une dette chronique de sommeil, qu'on est en manque chronique de sommeil parce qu'on ne dort pas suffisamment la nuit généralement, ça va avoir des conséquences sur la santé cardiovasculaire. Donc ça favorise les infarctus du myocarde, les AVC. Ça va avoir des conséquences sur la santé métabolique. Ça favorise le diabète, le surpoids, mais aussi sur des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vraiment un élément central de notre santé. Donc il est très important de le préserver. La deuxième chose, c'est que les habitudes qui sont prises dans l'enfance ont de fortes chances de perdurer à l'âge adulte. Ça veut dire que quand elles sont mauvaises, elles ont aussi de forts risques de perdurer à l'âge adulte. Donc il est vraiment important qu'un enfant ait une hygiène de sommeil adaptée et correcte, parce qu'il y a de bonnes chances qu'il la garde quand il sera adulte ou qu'il y revienne en tout cas. Et cet usage des écrans va perturber le sommeil de différentes façons. En effet, en particulier par cette stimulation que fait l'écran, via la lumière bleue qu'ils émettent sur une petite zone du cerveau qui fabrique une hormone qui s'appelle la mélatonine et qui est un régulateur de tous les rythmes biologiques et en particulier des rythmes veille-sommeil. Et en fait, quand on est exposé aux écrans le soir, la nuit, au moment où théoriquement on s'apprête à aller se coucher, notre cerveau en gros reçoit l'information qu'il fait jour et que ce n'est pas du tout l'heure de dormir. Donc une fois qu'on aura arrêté notre écran, on décalera d'autant notre endormissement parce qu'on aura décalé le pic de mélatonine qui lui permettra secondairement l'endormissement. Donc, ça a des conséquences importantes. Sans parler que souvent ça marche par Wi-Fi. Donc vous avez en plus des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber aussi le fonctionnement des synapses du cerveau. Là-dessus, je suis moins compétente pour répondre. Sur les études que j'ai vues sur le sommeil n'étaient pas très concluantes par rapport aux effets des radianements électromagnétiques. Après, il y a d'autres thématiques autour de la fertilité, du côté cancérigène potentiel de ces radiations, sur lesquelles certaines études ont émis des alertes, pour lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de consensus. On aurait envie d'amener en tout cas le débat autour du principe de précaution avant de déployer de façon très large cette technologie, notamment la 5G et d'autres qui suivront comme on peut le voir aujourd'hui. Mais voilà, on en reste sur des... Et là, je voulais vous interroger d'un point de vue sociologique, parce qu'on s'aperçoit que les gens qui ont un peu bac plus, ils sont quand même assez précautionneux vis-à-vis de leurs enfants. C'est-à-dire que moi je vois autour de moi... ils ne donnent pas un portable à un gamin qui a 5-6 ans. Ils attendent souvent plus, 12 ans, 14 ans. Sauf qu'il y a la pression sociale, parce que dans un collège, pratiquement tout le monde a un portable. Enfin bon. Et on s'aperçoit qu'il y a une fracture entre ce monde un peu initié d'un point de vue intellectuel et un monde plus populaire qui utilise de façon incroyable le smartphone. Ils sont toujours branchés sur leur SMS. Vous voyez, ils déroulent tout ce qu'on peut trouver comme vidéo dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez un peu étudié cet aspect différence sociologique de l'utilisation des écrans? C'est un des points qui sont les plus... désolant, je dirais, parce que bien sûr on voit une exposition excessive aux écrans dans toutes les catégories socio-professionnelles, des cadres supérieurs aux ouvriers, aux sans-emploi, enfin voilà, c'est vraiment transculturel. Néanmoins, les études montrent quand même que l'exposition importante aux écrans est plus présente dans les milieux plus populaires ou plus défavorisés que par rapport aux milieux très éduqués. Et c'est des choses qu'on voit aussi pour une alimentation déséquilibrée ou les produits à haute teneur en sucre, sel ou gras qui sont
plus consommé dans les familles, dans les milieux plus populaires que dans les milieux éduqués. En fait, c'est un nouveau domaine dans lequel on voit cette fracture sociale, ce mot qui est très utilisé, mais cette fracture sociale qui est également présente. Et c'est comme si le numérique venait à nouveau augmenter ces inégalités. Et comme en plus ça a quand même des conséquences, on ne peut pas tout détailler, mais sur ce neurodéveloppement et ce développement cognitif au sens large, qui je le rappelle se poursuit jusqu'à 25 ans pour la maturation du cerveau, ça va aussi avoir des retentissements sur la scolarité, sur l'académique et pas dans le bon sens. Donc c'est d'autant plus, désolé, je ne trouve pas d'autres termes. Et puis il y a toujours des petites niches, mais je voudrais le signaler là parce que je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. La prostitution infantile est en augmentation depuis plusieurs années. Et un des éléments qui a été mis en exergue dans un rapport assez récent institutionnel est que cette prostitution infantile est favorisée par la possession d'outils mobiles par les enfants, par les mineurs, qui sont hameçonnés via des réseaux sociaux ou via des sites, et même parfois localisés directement à leur domicile par les clients. Donc il y a une urgence vraiment à protéger les mineurs sur tous les plans. Celui-là en fait partie. L'exposition à la pornographie, il y a beaucoup de travail autour de ça, mais c'est une urgence. Tous les contenus qui sont addictifs ou addictifs-like et qui vont conduire à des usages excessifs avec des répercussions sur le sommeil, la sédentarité, doivent être aussi régulés. Et aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Ils sont en libre usage par les mineurs, et les contenus et les outils que sont les smartphones et les tablettes. Alors, ce qui pose question. Deux questions pour finir. Si vous aviez 2-3 messages très importants à donner aux parents, à donner aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez sur cette addiction volontaire ou involontaire vis-à-vis des écrans? C'est quoi votre message? Et dernière chose quand même aussi sur comment on pourrait réglementer tout ça. Je veux dire, il y a deux destinataires au message. Il y a l'usager et puis il y a le législateur. Alors je vais commencer par le législateur parce qu'il est quand même théoriquement là pour protéger l'usager. Et il y a une nécessité de réguler cette économie de l'intention. On ne peut pas laisser une industrie capter l'attention des gens et la manipuler au détriment de sa santé à des visées lucratives, puisque aujourd'hui 60% du temps libre des Français de plus de 11 ans est passé devant un écran. Donc voilà, c'est vraiment des enjeux financiers qui sont colossaux et les enjeux de santé qui en découlent sont aussi colossaux. Donc il faut réguler cette économie de l'attention. Il y a différentes régulations qui pourraient être proposées dans ce champ-là. Après, bien sûr, il faut que nous soyons responsables de nos usages, mais cette économie de l'attention agit sur des biais cognitifs. C'est la façon dont notre cerveau fonctionne. Donc le combat est un peu déloyal. Mais le message que je voudrais donner aux parents en particulier, c'est de reprendre les rênes de leur parentalité. Ils sont l'élément essentiel pour leur enfant. Leur enfant, encore une fois, n'a pas besoin de l'écran, par contre, il a besoin d'eux. Donc, vous êtes avec votre enfant, c'est un projet de vie que vous partagez avec lui. Consacrez-lui le temps de qualité. Et quand vous êtes avec lui, soyez avec lui, pas sur votre écran. Laissez l'écran. Et ensuite, pour votre enfant, il n'a pas besoin d'écran avant 6-7 ans. Inutile de lui acheter un téléphone, une tablette, même de dire que vous lui ferez plaisir parce qu'il en a envie, parce que ça stimule son système de récompense, on pourra en parler longuement, mais ce n'est pas bon pour lui. Il n'en a pas besoin et ça n'est pas bon pour lui. Et beaucoup moins bon que d'aller jouer au foot avec ses copains, de faire un puzzle avec vous, que vous lui lisiez une histoire. Donc avant 7 ans, préservez-le de ça. Et ensuite, oui, accompagnez-le. Ça peut être une activité parmi d'autres, mais ce n'est pas forcément une activité quotidienne. On a l'impression que c'est devenu incontournable de négocier une demi-heure, 1 heure, 2 heures de temps d'écran par jour avec les enfants. Mais ce n'est pas obligé. On peut passer une journée sans écran quand on a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans. C'est possible. Et donc on devrait pouvoir tenir là-dessus. Mais pour tenir avec les enfants, il faut tenir pour soi aussi. Il faut leur montrer l'exemple. Et il y a aussi probablement cette discipline à avoir pour nous-mêmes, pour leur montrer qu'une vie déconnectée, par tranche dans la journée, est possible. On rentre à la maison, on a fini de bosser, on n'a pas besoin de notre téléphone ou de notre écran. On le laisse de côté et on le retrouvera le soir quand les enfants seront couchés, pourquoi pas. En tout cas, c'est des choses qu'on peut mettre en place assez facilement chez soi. La boîte à outils numériques. La boîte à outils numériques. Bon, voilà votre livre. Merci de toutes ces informations. Donc, vous avez bien compris, pas de portable, pas d'écran, jusqu'à 8 ans. Et surtout, soyez avec vos enfants, quoi.
mais vraiment, Sans écran. pleinement, sans écran. Et puis aller dans la nature, aller jouer dehors, parce que la nature, elle est tellement complexe, tellement belle, que la réduire à un écran, ben, vous réduisez en fait les compétences de votre enfant. Donc, soyons ouverts et sortez de chez vous pour jouer avec vos enfants. Voilà ce livre très intéressant. Merci. Merci. Merci Madame Mouton. Et ben, j'espère que ce message sera entendu. Merci.